Le Dalai Lama a dit « Le moyen de surmonter les pensées négatives et les émotions destructrices consiste à développer des émotions positives opposées, plus fortes et plus puissantes. » Alors, super, monsieur Lama, on va faire ça, mais d'abord, il nous manque un élément primordial. Comment peut-on développer quelque chose que l'on n'a pas nommé? Dans cette vidéo, on va se baser sur la recherche en neurosciences pour voir l'impact que peut avoir l'étiquetage de nos émotions sur notre cerveau. Mais aussi, on va voir pourquoi les ignorer, c'est pas du tout une solution. Alors, par exemple, tu te sens mal, tu as des émotions qui t'envahissent, tu sais pas quoi faire, nomme-les. Je me sens triste, je me sens anxieux, stressé, en colère, confus. Ça te paraît simpliste? Tu penses peut-être que ça ne peut pas être aussi simple que ça? Eh bien, les chercheurs en neurosciences ne sont pas de cet avis. Dans une étude nommée Putting Feelings into Words, menée à UCLA, on a mesuré par IRM la réponse cérébrale de participants en les faisant regarder des photos d'expression faciale émotionnelle. Bon, comme on s'y attendait, l'amygdale ainsi que les neurones miroirs se sont activés et le cerveau du participant générait donc une réponse émotionnelle en fonction des émotions présentes sur l'image, en miroir. En d'autres termes, nommer une émotion permet de réduire drastiquement son impact et vous pouvez la nommer, par exemple, rien qu'en pensée, ou bien en communiquant dessus avec quelqu'un, donc en disant quand tu me dis ça, je ressens de la colère », ou alors en l'écrivant. Ce qui est important avec les émotions, c'est qu'elles sont un message de notre corps, elles sont un appel à changer quelque chose ou une validation de quelque chose. Donc elles sont toutes importantes. Quand on est joyeux, c'est une validation que notre environnement nous correspond, ou qu'on a fait un bon choix par exemple. Et c'est important aussi de ressentir de la colère, car ça nous donne l'information que quelque chose a touché nos valeurs par exemple. C'est pourquoi on ne devrait pas finalement parler d'émotions positives ou négatives, puisque ce sont des signaux neutres pour le cerveau, pour le corps, simplement porteurs d'une information. Le souci, c'est que beaucoup de gens ont comme stratégie, souvent inconsciente, d'ignorer, de faire comme si leurs émotions n'existaient pas. Comme le montre une étude de l'université de Rochester en 2020, c'est pas seulement une stratégie inefficace, mais c'est surtout et même une stratégie aggravante. Par IRM, on remarque que lorsqu'un sujet tente de supprimer une émotion, quand lui pense avoir l'air bien en apparence, son activité cérébrale, elle, notamment dans le système limbique, est autant, voire plus excitée que sans lui demander de supprimer l'émotion, de faire comme si elle n'existait pas. En gros, en voulant recouvrir le feu pour ne pas le voir, on finit juste par l'attiser encore plus. Heureusement, il existe des solutions super efficaces. On l'a vu, dès lors qu'on décrit une émotion qu'on ressent, on réduit instantanément l'activité du système limbique, donc la réaction émotionnelle. Et encore mieux, le docteur David Rock a observé que cela fonctionnait en nommant l'émotion, mais aussi en utilisant un langage symbolique ou métrique, ce qu'on utilise d'ailleurs énormément en PNL. C'est-à-dire une métaphore en direct, comme je ressens une tornade dans mon ventre et j'ai besoin de la laisser passer. Ou alors, on peut la mesurer, par exemple, mesurer l'émotion. Je ressens de la colère à 80 sur 100 et je ne peux pas aller parler à cette personne tant que ce n'est pas descendu à 40 sur 100. Et alors, l'étiquetage affecte le cerveau de manière si puissante qu'il fonctionne aussi sur les autres. C'est d'ailleurs l'un des outils principaux utilisés par les négociateurs dans les prises d'otages. Si je dis à quelqu'un ok, je t'ai mis en colère, je comprends, excuse-moi, on peut en discuter », il y a beaucoup plus de chances que ça l'apaise très rapidement que si je lui fonce dedans en lui disant « mais non, n'importe quoi » et que je nie son émotion finalement. Il y a une situation dans laquelle c'est compliqué d'étiqueter puisque c'est justement la cause du stress et cette situation, c'est la prise de décision. Parfois, on est stressé parce qu'on doit prendre une décision ou on voudrait décider de faire quelque chose, on sent bien qu'il y a quelque chose mais on n'ose pas le faire. Et le moment où on prend la décision, où on se lance, paf, pouf, d'un coup on se sent soulagé, on se sent beaucoup mieux. Et bien ça a une explication neurobiologique. Le fait de prendre une décision, de créer une intention et de fixer un objectif font tous trois partie d'un même circuit neuronal, engageant le cortex préfrontal, permettant de réduire l'inquiétude et l'anxiété. Certains vont me dire forcément « bah non, mais justement, mon problème, c'est que j'arrive pas à prendre une décision ». Eh bien, comme je dis toujours, c'est une question d'équilibre. Ça n'a pas forcément besoin d'être tout noir ou tout blanc, d'être forcément radical. Comme l'a dit Confucius, un chemin de milieu commence toujours par un premier pas. Il suffit de faire un premier pas. Le premier pas, ça peut être de prendre une feuille pour faire un point, par exemple, d'écrire, de peser le pour et le contre.
Ou alors, par exemple, de faire un process dialogue. Si vous ne connaissez pas, je vous mets les informations en description. Le souci, c'est qu'en essayant de faire le meilleur choix et de calculer tous les facteurs pour ne surtout pas se tromper, on surstimule l'activité ventromédiane, préfrontale, on surchauffe le cerveau, et du coup, il se met en mode panique. Certains, d'ailleurs, sont tellement habitués à ce genre de fonctionnement qu'ils font ça au restaurant, par exemple, pour être absolument sûr d'avoir le bon plat. Impossible de prendre la décision. Comme pour la gratitude, dont on parlait d'ailleurs dans la dernière vidéo, la prise de décision fait partie de l'intelligence émotionnelle. Et plus on s'entraîne à prendre des décisions, même petites, plus on va rendre les zones de notre cerveau liées à la prise de décision performantes. Et vous savez quoi ? Pour conclure, prendre une décision active le système de récompense du cerveau et nous procure donc de la joie au moment de décider, mais aussi, le chercheur Alex Korb a mis en évidence le fait que on tire plus de plaisir de quelque chose qu'on a choisi que de quelque chose qu'on n'a pas choisi. Donc, pour le citer, on ne choisit pas seulement les choses qu'on aime, mais on aime aussi les choses qu'on choisit. C'est génial, non? Pour résumer, quand on ressent une émotion qui nous dérange ou qu'on ne comprend pas bien, on peut la nommer, l'étiqueter, ou alors imager ce qui se passe avec une métaphore, ou encore la mesurer pour pouvoir la légitimer. Cette simple action va instantanément avoir un impact sur notre activité cérébrale, nos émotions et notre réaction corporelle. Et lorsqu'on est stressé par une décision, la meilleure chose à faire finalement, c'est de décider de quelque chose qui va nous aider à prendre la décision. Donc faire une liste, peser le pour et le contre, ou juste aller marcher. Ou alors, par exemple, on peut directement prendre la décision une bonne fois pour toutes, ou on peut aussi faire un premier pas dans une direction. L'important, c'est de ne pas rester bloqué. Ça va nous permettre d'éviter à notre cerveau une surcharge de stress et d'activer le système de récompense du cerveau. Voilà, j'essaie de vous présenter aujourd'hui des outils concrets et actionnables qui peuvent nous permettre d'être plus acteurs de nos vies et d'améliorer un peu notre quotidien. Donc, je vous épargne tout le laïus sur je vous invite à vous abonner, la cloche, nanana. C'est à vous de prendre la décision et je vous dis à très vite. Ah, et surtout, merci d'être.